On est en train, Philippe Carcenti se bat en face de gens de mauvaise foi, manifestes, et il a besoin, en plus de son combat, en plus de son analyse chirurgicale, et très détaillée parce qu'on y impose, parce que les gens ne veulent pas voir la vérité, il a besoin de se sentir accompagné. Il a besoin, plus il ne sera pas seul, plus la vérité qui est la sienne pourra battre le mensonge qui est celle de l'autre. Je fais partie des gens qui correspondent déjà avec vous au racinaire. Donc, que répond le tribunal au fait qu'il n'y a pas une seule tache de sang, alors que le papa et ce pauvre garçon sont supposés avoir été tués par balle? Que répond le tribunal au fait qu'il n'y a pas une seule trace de sang? Je ne comprends pas. Alors, lors du premier procès, le tribunal, parce que c'est le tribunal qui m'a condamné, a dit mais Carcenti dit n'importe quoi, regardez, on a les témoignages des autres caméramans qui disent justement que les Israéliens ont tiré avec des avions, des hélicoptères, on est en plein délire absolu. À la cour d'appel, les juges ont été beaucoup plus sévères contre France 2. Ils ont bien dit qu'il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui confirme ce que vous dites. Donc, oui, les juges l'ont vu. Un des arguments les plus forts de mes adversaires, ça a été le fait qu'il n'y a jamais eu d'accusation officielle de l'État d'Israël comme quoi ce reportage était mis en scène. Il y a plein de raisons à ça. Il y a d'abord le fait que les Israéliens au début n'ont pas voulu rentrer dans la pays. Ensuite, il y a eu tout un tas d'amitiés de Sharon Derlin. Vous savez, Sharon Derlin a eu la chance d'avoir deux grands amis ambassadeurs d'Israël en France. Il a eu Danny Sheikh, ambassadeur précédent, qui refusait de me serrer la main en public, enfin en public et en privé, je vous rassure, et Nissim Zvili, qui étaient donc deux ambassadeurs qui l'ont protégé pendant toutes ces années-là. Oui, mais ça ne veut rien dire parce que je vais vous dire une chose. Bon, le nouvel ambassadeur, Yossi Gall, est tout à fait favorable à la révélation de la vérité, mais je vais vous dire une chose. L'ambassadeur Eli Barnavi, qui était véritablement à gauche du Parti travailliste, a été remarquable dans cette affaire et a publié même un article dans un journal qui m'est extrêmement hostile qui s'appelle Marianne pour demander la vérité et pour accuser Sharon Derlin et France 2. Donc la vérité, elle est transpartie, c'est-à-dire que vous avez même en Israël des gens qui soutiennent Derlin, qui se trouvent à droite ou à gauche. Il a des amitiés très fortes, il a des réseaux très forts en Israël. Les réseaux francophones israéliens sont parfois étonnants et c'est comme ça qu'il a pu s'en tirer pendant 6 ans. Une autre question, M. Posé? Alors, est-ce que je suis posé? On va faire dans c'est très court, hein, les questions. Très court, oui. Donc finalement, avec l'appel, la cassation, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, sans risquer de se faire attaquer pour diffamation, est-ce qu'on peut dire que... Alors, est-ce qu'on peut dire, alors la question est une mise en scène? Alors, on peut le dire, bien évidemment, puisque vous avez vu, on a eu des démonstrations, vous vous rendez compte quand, en plus de 10 ans de polémique, on a apporté plus d'une centaine de preuves de la mise en scène. Là, je vous en ai montré certaines, je n'ai pas eu le temps de tout vous montrer, mais pour leur part, France 2 n'ont jamais apporté une seule contre-preuve, une seule preuve de l'authenticité de leur reportage. Alors que la chose majeure qu'ils disaient, c'est les 27 minutes de rush, on a vu que dedans c'est vide, et le pire, c'est qu'on a pu voir qu'il y a les 10 secondes où l'enfant mort lève le coude, et les 3 secondes où l'enfant mort et le père mort ont disparu et n'ont laissé aucune trace de sang. Donc, on peut le dire sans aucun risque. Il faut bien évidemment faire attention pour le faire avec une argumentation, mais oui. Monsieur. Alors, bonsoir, M. Carcenti. Déjà, juste une question très courte, peut-être un peu naïve, mais pourquoi M. Anderlin, qui nous répète maintes et maintes fois que ses enfants ont fait de ça, tout ce que vous voulez, nanani, nanana et tout, ferait ça ici en France et propagerait... Alors la réponse est très simple. Charles, France2-TV, appelez-le, demandez-lui. Moi je ne suis pas là pour vous répondre pourquoi. C'est lui qui doit répondre à ce qu'il a fait. Je ne suis pas dans sa tête. Et on peut imaginer des choses. On peut imaginer qu'il s'est fait avoir par son caméraman. Il n'était pas sur place. C'est son caméraman qui a tourné les images. Maintenant, ces images que vous voyez là, les 10 secondes où l'enfant lève le coude et les 3 secondes où l'enfant a disparu, il les détenait et il les a retirés de son montage. Donc, on peut imaginer qu'il était conscient de faire une mise en scène. Sachant une chose, excusez-moi, sachant une chose, que quand CNN a reçu ces mêmes images le même jour,
Ils ont refusé de les diffuser parce qu'ils ont dit que nous n'avons pas d'autre garantie d'authenticité, elles ne semblent pas réelles. Parce qu'il faut savoir que les journalistes occidentaux qui travaillent au Proche-Orient savent très bien que les Arabes font en permanence de fausses scènes de guerre, donc celle-là leur paraissait grotesque pour CNN. Lui, Charles Anderlin n'a pas voulu. Ensuite, je pense qu'il s'est embarqué, il s'est enfermé, mais je crois que la vérité, un jour, il faudra lui demander. D'accord, vous avez dit que Charles Anderlin a un réseau influent, que 2 ambassadeurs étaient des amis très proches. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu gros quand vous dites que grâce à ces réseaux, il a pu faire en sorte qu'Israël ne rentre pas dans la polémique et ne statue pas sur l'affaire. Pourquoi les services secrets de l'armée, je précise bien, de l'armée, ne répondent pas? Et puis comme ça, c'est bon, l'affaire est réglée? Non, ça ne marche pas. Vous savez, si vous connaissez un tout petit peu Israël, ça ne marche pas exactement comme ça. L'État d'Israël, ce n'est pas une dictature où il y a un type qui décide et tout fonctionne. La première fois que j'ai pu voir un expert balistique en Israël, ça date d'il y a à peine un mois. C'est la première fois que l'État d'Israël a accepté de mettre en face de moi un expert balistique parce que justement, il y a eu tous ces développements judiciaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a véritablement des soutiens extrêmement puissants. Je vais vous donner une anecdote. En 2007, j'avais réussi à convaincre, après avoir perdu mon premier procès en première instance, j'avais réussi à convaincre l'armée israélienne de rédiger une lettre à France 2 pour leur demander de voir les rushs. À l'époque, on n'avait pas ces rushs. Et ce qui s'est passé, c'est que cette lettre est très rédigée en hébreu. Ils ont cherché quelqu'un en Israël qui était parfaitement bilingue français-hébreu. Ils ont donc pris un monsieur qui a fait Sciences Po, qui était un parfait monsieur. Sauf que pas de chance, ce monsieur était un ami de Charles Anderlin. Donc il a fait une chose très simple, c'est que ce monsieur, avant d'envoyer sa lettre, et on l'a su directement, il a appelé Charles Anderlin, il m'a dit voilà, je vais t'envoyer une lettre qui pose ces questions-là et qui te demande de présenter les rushs. Est-ce que tu peux me donner l'adresse exacte du bureau de France 2? Sachant que tout le monde sait où est le bureau de France 2 en Israël, il y a toutes les tours, il y a les tours, il y a toutes les télévisions. Qu'a fait Charles Anderlin? Il a fait intervenir tous ses amis au sein de l'armée israélienne, parce qu'on avait véritablement, on est arrivé de semaine. Et la lettre a été annulée. Le seul moyen que j'ai trouvé, parce que là c'était véritablement désespérant, c'est que j'ai appelé des amis américains qui étaient des grands soutiens de l'armée israélienne en termes de donation, des grands philanthropes, et ils ont appelé l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Comment? C'est beaucoup de monde. Oui, absolument. Il s'appelle M. Meridor. Et M. Meridor a donné l'instruction forte à l'armée d'Israël de donner cette lettre. Et cette lettre, excusez-moi, je vais finir. Et M. Meridor a donc, on a obtenu cette lettre une semaine avant le procès en appel qu'on a produite et qui a donc été un théâtre. Puisqu'on a obtenu cette lettre qui est toujours en ligne, que vous pouvez accéder. L'avantage, c'est que tous les documents dont je parle sont tous en ligne. Vous les trouvez. Elle a joué un rôle au procès? Elle a joué un rôle, oui, puisque l'argument de France 2 qui était de dire, enfin, attendez, Karsanti a toujours été considéré comme mythomane et n'a jamais eu le soutien de l'armée israélienne. Là, on a pu casser cette information en disant, regardez, ensuite il y a eu une autre lettre du bureau du Premier ministre israélien qui a été émise le 21 octobre 2010. Qui allait encore beaucoup plus loin dans les accusations contre France 2. Donc, oui, ça joue un rôle. Ces documents de l'État d'Israël jouent un rôle, mais au début, pendant les 7 premières années où l'État d'Israël est resté silencieux, pour tout un tas de bonnes raisons à un moment donné où ils n'ont pas compris que c'était si important, et de mauvaises raisons, parce que Charles Anderlin avait donc fait de ces raisons, toutes ces raisons-là, ces lettres ont été lues. Monsieur Karsanti, s'il vous plaît, un petit peu d'ordre, on distribue la question. Attendez, mais ne vous inquiétez pas. Non, la gauche aussi. Mais vous savez, pour moi, la gauche, elle est là et la droite est là. Bonsoir. Vous avez parlé du consensus contre moi en France. Et vous avez aussi parlé des relations plus que frileuses de l'établissement israélien. Quelles sont les réactions dans le reste du monde? Alors, dans le reste, voilà, il y a déjà en Allemagne, où c'est clairement établi, c'est une mise en scène. Aux États-Unis, c'est clairement établi. Quand j'ai gagné mon procès, il y a eu un silence absolu en France. Il y a eu 8 lignes dans le monde, 8 lignes dans le monde, et j'ai eu une page et demie dans le Wall Journal. J'ai eu de la presse partout. On a, sur ce sujet-là, la France vit en petite Corée du Nord. C'est-à-dire que l'information de l'extérieur ne rentre pas tellement. C'est regrettable, je le regrette vraiment beaucoup. Là, ce qu'on a pu voir, c'est quand il y a eu le procès en cassation, l'arrêt de la Cour de cassation qui a donc cassé l'arrêt, on a vu donc ces syndicats journalistes qui ont tous filé, ont tous dit ah bah donc c'est bien la preuve qu'on est un raison. Alors c'était exactement le contraire. C'est la preuve que simplement
Anderlin ne gagne que si on ne voit pas les images. Dès qu'on voit les images, il perd. Donc vous savez, il faut comprendre, dans cet establishment qui a été problématique en France, ils ont été aussi beaucoup aidés par certaines organisations, malheureusement juives, qui ont continué à défendre le reportage de France 2 et Charles Anderlin. Celle qui a été la plus je dirais la plus catastrophique dans cette affaire-là, c'est l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui a défendu Anderlin. La pire chose qui m'est faite, c'est qu'un jour j'ai été invité par l'Union des étudiants juifs de France de Lyon. Un jeune garçon m'a invité à faire une conférence à Algora il y a 3 ans. Ne voyant rien venir, je n'étais pas renoncé, je me dis c'est bizarre. J'ai appelé le jeune garçon 2 semaines après, je lui ai laissé un message et il m'a envoyé un mail, il m'a répondu gentiment, il m'a dit excusez-moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de vous inviter, nous on est du côté de Charles Anderlin. Et donc, oui, il y a des problèmes, il y a des gens qui continuent pour des raisons idéologiques à défendre Charles Anderlin. C'est difficile. Et on continue à les croiser. Je veux dire, ce soir, j'ai encore croisé des dirigeants de l'UEJF qui m'ont vu, qui savent très bien que je faisais cette conférence ce soir parce que je sais que l'information a pas mal circulé. Ils étaient un peu gênés, mais il y a d'ailleurs un article qui a été publié récemment qui disait les 11 ans de silence de l'UEJF, à qui quelqu'un demandait à l'UEJF, quelqu'un de très proche d'eux, de venir enfin voir les images. Pour l'instant, ça ne marche toujours pas. On a ces organisations qui, pour des raisons idéologiques, continuent à défendre Charles Anderlin. Ils font partie de leur, je dirais, de leur environnement politique. Sachant que c'est débile de croire que c'est une affaire de droite ou de gauche, quand on voit que Elie Barnaby, qui est véritablement à l'extrême gauche de l'échiquier israélien, est du bon côté dans cette affaire-là et du côté de la vérité. Justement, à droite. Cette question des images me pose un problème. C'est que quand les juges voient les images, ils vous donnent raison, et quand on ne les voit pas, ils donnent raison en dernier. Or, l'arrêt de cassation, si j'ai bien compris, reproche au juge d'appel de ne pas connaître le droit et d'avoir eu tort de demander à voir des preuves. Je ne comprends pas très bien. Et surtout, est-ce que ce jugement en cassation va vous empêcher, dans le futur procès en appel, de produire des images? Là, je m'inquiète. Non. Alors d'abord, non, ça ne peut rien m'empêcher parce que ces images, je les détenais déjà. Mais ce qu'a essayé d'obtenir France 2, les juges, en fin de compte, ils ne sont pas allés chercher des images pour voir si j'avais raison. Ils sont allés chercher des images pour voir si j'avais pas tort. C'est-à-dire que moi, j'avais apporté des documents qui prouvaient la mise en scène. Et comme France 2 affirmait toujours avoir 27 minutes de rush, ils ont dit, mais attendez, on va peut-être voir, on va peut-être la voir cette agonie d'enfant, on va peut-être voir des preuves. Et en fin de compte, c'est ça. Donc, le point de droit qu'ont utilisé les juges dans la Cour de cassation est un point de droit valide. C'est-à-dire que ça marche en droit. Je l'ai fait voir par plusieurs avocats qui ont dit, ça marche. Simplement, en droit, quelquefois, on ne juge pas que, je dirais, la légalité pile. Quelquefois, il y a l'esprit du droit. Là, on est allé sur le droit à la lettre. Et l'esprit du droit, bien évidemment, c'était de ne pas casser cet arrêt. C'est ce qu'a expliqué l'avocat général. Vous savez, on travaille sur un dossier historique. Le procès, admettons qu'on va aller au bout. On va aller au bout de l'ordre. Je vais en appel et je tombe sur 3 juges totalement mal orientés qui me condamnent. Je vais en cassation et je perds en cassation et c'est fini, je suis condamné. Mais le problème n'est pas là. Le problème, est-ce que quelqu'un aujourd'hui est en mesure de prouver le contraire de ce que j'affirme? Est-ce que quelqu'un peut apporter une preuve que ce reportage est authentique? Non. Donc aujourd'hui, on travaille, notre travail est politique. La justice, ce n'est qu'un outil. Dans une synagogue, on pourrait dire un kéli. D'accord? C'est un outil pour avoir créé le débat. Mais qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ça n'est qu'une décision politique. Lui, aujourd'hui, le président de la République a décidé avec son entourage, lui, je pense qu'il ne connaît pas le dossier en direct, mais avec son entourage, il a décidé de donner raison à Charles Anderlin. Il a décidé de continuer à la diffamation de l'État d'Israël sur ce sujet-là. Bon, ben, vous savez, les présidents passent, et puis derrière, il y a l'histoire. Pour l'histoire, on sait qu'on a raison. Jamais personne n'a apporté le contraire. Vous savez, cette explication, je l'ai faite dans toutes les télévisions où j'ai été invité. Je l'ai faite dans plein de médias, ils n'ont plus jamais attaqué. Donc à un moment donné, on sait qu'on fera tomber la muraille. C'est un peu comme la muraille de Jéricho pour l'instant. À l'étranger, ça tourne, l'information circule, on fait du bruit et à un moment, ça tombera. Ça prend du temps. La justice n'est qu'un outil, comprenez bien. Et d'ailleurs, si vous regardez les conférences qui sont en ligne,
je dis bien à l'époque, très clairement, je le dis il y a 4 ans, je le dis il y a 3 ans, je le dis il y a 2 ans, que l'arrêt de la Cour de cassation ne m'inquiète pas. Si je gagne, les médias ne diront jamais que j'avais raison. Les médias continueront à mentir comme ils l'ont fait quand j'ai gagné en cour d'appel. Si je perds, ça nous permettra, ce que je disais à l'époque, de faire de la mousse, de faire encore plus de bruit pour bien montrer l'absurdité. Il n'y a pas une personne. Vous savez, j'ai oublié de vous poser la question rituelle, et je crois que je vais vous la poser parce que je l'ai oublié, c'est un oubli, c'est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui doute du fait que ce reportage est une mise en scène? Oui? Vous doutez? Attendez. Vraiment, on a discuté avec lui pendant une bonne trentaine de minutes. Je vous assure, monsieur Karsanti, si vraiment vous nous donniez des éléments, je vous assure, puis on est encarté dans des partis politiques, on ferait remonter l'info, même sur les réseaux sociaux. Si vous nous donniez vraiment du solide, je vous assure qu'on ferait tout. Mais monsieur Anderlin, je vous assure, mais attendez, je pose la question, pourquoi monsieur Anderlin, je vous assure, quand il nous répète maintes et maintes fois que ses enfants font Israël et qu'ils s'amusent à aller détruire, qui s'amusent à aller détruire, mais attendez, je suis le premier à dire que je voudrais la vérité, je suis venu pour ça. J'ai parlé la semaine dernière avec mon ami qui est juste là, vous le direz, on a parlé 30 minutes avec monsieur Anderlin, et Dieu seul sait combien on lui a aboyé dessus, on a les vidéos si vous voulez. Et il ne savait pas répondre. Soyez gentil. Voilà, pendant 30 minutes, je peux vous assurer qu'on ne sait plus croire, on ne sait plus qui croire, excusez-moi. C'est très simple, je vous pose une question. En 10 ans, en 11 ans et demi, il n'a pas apporté une seule preuve de son accusation. En revanche, nous avons apporté toutes ces preuves qui se sont accumulées au fil des ans. Il faudra qu'il nous trouve un médecin qui confirme que 15 balles ne font pas une goutte de sang, qu'un enfant mort peut regarder une caméra, que c'est normal que le père et l'enfant aient disparu, et que c'est normal d'être mort à 10h à la morgue et vivant à 15h pour être mort à 15h45. Il y a des faits. Si on avait eu ces informations la semaine dernière, je vous assure, on lui aurait fait. Vous avez contact avec lui. Si vous ne l'avez pas. Oh non. C'était lors d'une conférence pour la paix organisée par M. Ofer Bronstein. Voilà. Eh bien, moi, je vous donnerai son email et vous lui poserez des questions. Non, il n'a pas souhaité répondre, je vous assure, demandez à Emmanuel qui est juste là. Il n'a pas souhaité répondre, il a fallu qu'après 30 minutes. C'est vrai qu'aussi, non mais je vous dis la vérité, il bégayait, il ne savait pas quoi répondre. Emmanuel l'a questionné sur son livre, qu'il a sorti, comme il dit, un peu trop tard. Il a admis qu'il a sorti son livre un peu trop tard et que sur la et qu'il s'est trompé en disant. Attends, on va vous donner le micro. Mais il n'y a pas une seule preuve ou contre-preuve dans son livre. Son livre n'est qu'une lamentation sur regardez ce que j'ai subi pendant 10 ans. Moi, attendez, je vais juste répondre. Moi, ce que je sais, c'est que moi qui suis très ami avec le père de Daniel Pearl, que j'ai vu encore l'année dernière, au mois de mai, qui m'a remis une lettre que j'ai remise personnellement à Nicolas Sarkozy, puisque je le croise de temps en temps, parce que je suis élu à la mairie de Neuilly. J'ai remis cette lettre du père de Daniel Pearl qui demande à Nicolas Sarkozy de faire révéler la vérité sur l'affaire Adora. Sarkozy a donc toujours refusé. Donc moi j'ai de la peine pour le père de Daniel Pearl, oui j'ai de la peine pour la famille Sandler, pour tous les gens, pour tous les attentats qui ont été commis pour venger la fausse mort de Noël Adora. Moi, Charles Anderlin, aujourd'hui, j'ai pas un problème, simplement. S'il ne veut pas débattre, s'il ne veut pas voir les images, s'il n'apporte pas une seule contre-preuve, je pense que les faits sont clairs. L'histoire de la lettre, vous savez qu'il y a des gens qui mettent un peu des bâtons dans les roues, ça faut dire la vérité. Pardon ? À l'UMP, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues pour l'histoire de la lettre. Oui, non, je sais. Suffisamment de bruit, je pense. Oui, mais quand je dis les bâtons, oui, mais les bâtons dans les roues dans l'UMP, c'est qu'ils disent à Nicolas Sarkozy qu'il lui souffle, il ne faut pas écouter Karsanti. Oui, c'est ce que je dis. Je suis filmé sur Internet, où je suis filmé par France 2, par Miracle, en train de remettre cette lettre à Nicolas Sarkozy. Je lui en parle, et il le voit bien, et je révèle le contenu de cette lettre. Donc, bien, il y a personne qui a filtré ça. Attendez. Et non, je confirme. Les gens de l'UMP disent au président de la République qu'il ne faut pas vous écouter. Non, bien évidemment, je sais très bien, et je peux vous confirmer, je sais les noms de ces gens-là. Il y a Camille Pascal, bien évidemment, mais il y a d'autres personnes. Monsieur Karsanti, je veux justement dire une chose. Nous avons fait un maximum d'efforts pour porter des gens ce soir, une semaine de préparation de fête.
pour que les gens puissent poser des questions. D'accord, mais je pense, Je excusez-moi, pense que ces jeunes hommes, ces garçons ont votre mail et d'accord, mais vous les vous avez contacterez. raison, il était important de répondre à ces messieurs qui avaient un doute. Je pense que simplement on est dans une situation où c'est quelque chose qui est choquant, comme je l'explique au départ. Et quand on a quelque chose d'aussi choquant qu'a annoncé un reportage qu'on a tous cru vrai et qu'une pure et simple mise en scène, je crois qu'il est important d'aller au bout et de poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui doutent? Vous m'avez dit la façon de... Vous avez rencontré Charles Andrelin, vous lui avez bien vu qu'il ne refuse de répondre. Son livre est une erreur complète, totale. Lui-même il l'admet. Voilà. Donc voilà, donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une mise en scène. Attendez, je vais prendre d'autres questions. Non, monsieur, s'il vous plaît. Attendez, on va prendre d'autres questions. Vous avez mon mail, vous avez écrit votre mail sur la liste. Voilà, vous avez le mail de M. Cassenti, par correction, je pense qu'on a tout. On va Attendez, essayer de passer. Attendez, ce que je propose, c'est qu'on va faire circuler le micro, on va prendre des questions courtes et je vais faire des réponses courtes. Oui, M. Cassenti, bonsoir. Confirmez-moi, est-ce que Charles Anderlin était sur les lieux au moment où il s'est passé, où il était à Ramallah? Non, il n'était pas là. Il était à Ramallah? Oui. Oui, il était à Ramallah. Il était à Ramallah, à des centaines de kilomètres des lieux. La deuxième question, pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas les tribunaux israéliens? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'intérêt à agir. Vous ne pouvez pas saisir des tribunaux israéliens ou des tribunaux français. Si par exemple, je ne sais pas, le monsieur qui est devant moi, je lui donne une baffe, et vous voulez m'attaquer en disant vous n'avez pas le droit de frapper ce monsieur, j'ai le droit de frapper ce monsieur jusqu'à temps qu'il porte plainte contre moi. Je ne suis pas une partie prenante entre Israël et Charles Andrelin. C'était à l'État d'Israël éventuellement d'attaquer, ça s'appelle le droit, monsieur. C'était éventuellement à Charles Andrelin, à l'État d'Israël d'attaquer Charles Andrelin ou France Télévisions. Ils n'ont pas souhaité le faire. C'est un choix diplomatique qui a été expliqué fermement par le ministère des Affaires étrangères israélien. Encore une fois, n'oubliez pas les réseaux dont il dispose qui le continuent à le protéger en Israël. Vous savez, il y a une personne en Israël, il y a un seul médecin en Israël qui a fait un témoignage pour soutenir Charles Andrelin, un seul médecin. Il s'appelle Rafi Valden. C'est Rafi Valden, c'est le gendre de Shimon Peres, exactement. Voilà. Le gendre de Shimon Peres. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Oui. Le micro pas trop près. Pas trop près, lui. Il y a une dizaine d'années, Philippe Dessusson et Jacques Tarnero, deux journalistes, ont fait également un documentaire qui s'appelle Décryptage, qui précise exactement tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez démontré. Pas exactement. Pas aussi précisément, mais... Non, mais pas exactement du tout. Là, excusez-moi, j'étais encore avec Jacques Tarnero il y a 2 heures. Jacques Tarnero, son film Décryptage, qu'il y a des doutes sur l'origine des tirs, mais il ne va pas du tout jusqu'à la mise en scène. Il ne va pas juste à la mise en scène, tout à fait. En revanche, ils interviewent des journalistes français, rédacteurs en chef du Monde ou autres, comme Louis Plenel, ancien, et qui leur demandent pourquoi ils écrivent ce genre de mensonges. Quelle est votre question? La réponse était on écrit ce que les Français veulent lire. Et moi, ce que je vous posais comme question, c'est aujourd'hui, après 10 ans, quel conseil vous donnez à des gens qui sont dans cette salle pour disséquer l'information? Pourquoi? Pour disséquer l'information. Pour disséquer l'information. Ouais. Avoir un esprit critique, regarder. Et c'est surtout les sujets. Vous savez, dès que vous êtes expert de quelque chose, d'un sujet, vous apercevez que quand les médias en parlent, ils en parlent de façon partiale, biaisée et non professionnelle. Donc je vous dis une chose, parfois c'est bien, et quand c'est pas bien, essayez de croiser l'information, essayez de faire marcher le bon sens. Quand on a vu ce reportage, le bon sens aurait dû nous faire dire dès le départ, mais attendez, il n'y a pas de sang. Sauf qu'à l'époque, en 2000, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet avec le haut débit, et donc on regardait plus les images comme on les regarde maintenant. Maintenant, les images, on les regarde, on les revoit, on a le temps de les disséquer. À l'époque, on ne le faisait pas. Pourquoi les hommes politiques camouflent ça encore, d'après vous? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance, parce que les gens, ils sont... Enfin, une des personnes les pires dans cette affaire-là s'appelle Jacques Attali. Jacques Attali fait partie de tous les gens qui ont protégé Charles Andrelin pendant toutes ces années. En 2004, l'Express devait publier 10 pages sur cette affaire pour révéler la vérité, un article de Luc Rosenzweig. Et c'est Jacques Attali qui a menacé Denis Jambard, président du directoire de l'Express de l'époque, de représailles assez fortes s'il publiait le reportage de Luc Rosenzweig. Donc ça n'a pas été publié. Voilà. On va prendre des questions, Une dernière question. Comment on peut vous aider aujourd'hui? Comment? Comment on peut vous aider aujourd'hui? En diffusant le plus largement possible l'information. Merci. Merci.
Moi, je trouve que votre intervention est particulièrement pertinente compte tenu de l'actualité et que si elle peut être préventive sur justement de la violence dans l'avenir, ou assister très fortement. Et une question que je voulais vous poser, pourquoi vous n'en avez pas parlé à TF1 Pourquoi, pardon? Pourquoi n'avez-vous pas montré votre reportage à TF1? Je l'ai montré 10 fois. Les gens de TF1 connaissent très bien l'histoire. Les gens d'M6 connaissent aussi très bien l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Simplement, vous savez qu'en France, on fonctionne avec un système où tous les médias ont plus ou moins des choses à se reprocher. Donc, ils ne dénoncent pas les turpitudes des uns pour ne pas les dénoncer sur leurs turpitudes. Donc, il y a une forme d'omerta, une loi du silence, qui fait que les médias se protègent un peu. Oui. Voilà. Je vous propose, comme on est en train de perdre des gens, on va prendre les 3 dernières questions. Ok, j'essaie d'être court. Voilà, en fait, on a déjà vu l'histoire médiatique, l'affaire des spin doctors, donc des mecs médiatiques en fait, des fausses informations qui sont données dans un but politique et stratégique. On l'a vu au Kosovo avec l'histoire des boucliers humains de Milosevic qui ont permis de déclencher l'assaut de l'OTAN, etc., qui ont incité les gens à accepter l'assaut final. Et donc là, on a visiblement affaire à un système de spin doctors couvert par visiblement les politiques et la plupart des médias, mais j'arrive pas à saisir l'intérêt. Quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt de quoi? De la France de faire ça? L'intérêt de la France, oui. Alors, on va reprendre les choses. D'abord, c'est un caméraman qui fait un court reportage, et ensuite l'envoie à son journaliste vedette Charles Anderlin, qui le monte et qui le diffuse. Cette histoire, elle va bien avec le narratif que la France veut diffuser depuis 30 ans contre Israël, c'est-à-dire l'image d'un État agresseur et des Arabes qui sont les victimes. Donc ça va dans leur histoire. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'avaient pas entendu. Moi, j'ai essayé de faire cette bataille de façon préventive, justement. D'essayer de faire en sorte de leur faire comprendre qu'en fin de compte, en foutant le feu au Proche-Orient, ils foutent le feu aux banlieues, ils incitent les gens à la haine, et on a pu voir ce qu'on a vu à Toulouse. Les 3 soldats qui ont été tués, ils ont été tués par le même type qui a été détraqué par cette propagande-là. Donc, il y a de l'irresponsabilité, je crois que c'est une chaîne d'irresponsabilité, et puis il y a une volonté, alors je ne vais pas aller chercher dans le subconscient, dans l'inconscient français, de se faire pardonner de la colonisation au Maghreb, de la façon dont on a maltraité les Arabes en France pendant une certaine période. En fin de compte, je crois que la chose la plus, si on doit résumer, je crois que les Français, l'intelligentsia française, l'establishment français, n'aiment pas les Arabes, mais ils les adorent dans une réserve qui s'appelle Israël. Et donc ils se servent un petit peu de ce qui se passe là-bas pour se déculpabiliser. Et en plus, comme pour certains, ça leur permet de parler sur Israël et sur les Juifs. Et je voudrais vous donner juste un exemple pour vous montrer l'absurdité de cette histoire-là. Et écoutez bien, parce que je crois que s'il y a une chose à retenir, c'est cette histoire-là. Imaginez que ce soir, je vous apporte 2 informations complémentaires. Ce qui s'est passé à Toulouse était une mise en scène. Je peux vous sortir maintenant la famille Sandler et le père et les enfants et la jeune fille Sénégo. Et je peux aussi, par exemple, vous faire venir ce soir la famille qui a été assassinée à Itamar, la famille Fogel qui a été assassinée à Itamar l'année dernière. Vous veniriez me voir, vous me direz c'est formidable, ce serait un rêve si je vous le démontrais. Vous seriez tellement content de savoir que ces gens-là sont vivants que c'était faux. Je me trompe ou non? D'accord. De l'autre côté, nos amis, entre guillemets, pro-palestiniens, on leur dit que le petit enfant n'a pas été tué, que c'est une mise en scène. Pas du tout, ça ne les intéresse pas du tout. Le sort de l'enfant, le fait qu'ils étaient vivants à la fin de ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'image dont ils peuvent se servir pour diaboliser Israël, pour développer la haine des Juifs. Donc en fin de compte, c'est ça l'histoire. On a affaire, dans cette histoire-là, dans cette image-là, à une volonté d'inciter à la haine contre Israël. Ce soir, je vous dis, Alain Juppé a été sifflé à la soirée des Amis d'Israël. Alain Juppé, toute cette diplomatie, tout ce qui se passe actuellement au Quai d'Orsay, bien évidemment, il y a des gens formidables au Quai d'Orsay, je connais des diplomates géniaux, mais toute cette, je dirais, école diplomatique anti-israélienne, pro-arabe, a besoin de ces narratifs pour critiquer Israël. Ce soir, il n'a pas pu s'empêcher de parler de la disproportion des ripostes d'Israël quand Israël reçoit des pluies de roquettes. Voilà ce qu'on a entendu. Je n'ose imaginer ce qui se passerait en France
ce que ferait l'armée française si le Luxembourg s'amusait à balancer quelques roquettes sur l'est de la France. Je n'ose imaginer la disproportion des ripoistes françaises. On a pu voir à chaque fois, quand l'armée française a été attaquée d'une façon ou d'une autre, la disproportion avec laquelle elle s'est défendue. En Côte d'Ivoire, après. Ouvert. Alors, attendez, je voudrais prendre les deux dernières questions. Juste une petite question que j'ai ressentie. Moi, j'allais vous faire un livre. Pourquoi aller aussi loin de la part de Charles Anderlin, concrètement? C'est-à-dire, pourquoi continuer en fait? D'abord, il faudra lui demander à lui. Le jour où il faudra. Est-ce que c'est une question, entre guillemets, d'honneur de sa part, de se dire effectivement, je ne peux plus retourner et faire machine arrière? Est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que c'est autre chose? Je crois que c'est une défense du caméraman, peut-être? C'est une question, maintenant c'est une question d'honneur et c'est une question de tout le système, vous savez, tout le système s'est mis derrière lui. Tout le système s'est mis derrière lui. Voilà, mais je vais vous dire un truc, ses amis se sont mis derrière lui. Moi je vais vous dire une chose, dans cette salle j'ai des amis qui me connaissent depuis longtemps, j'ai même des gens de ma famille qui me connaissent depuis longtemps, et quand je fais des bêtises, ils m'appellent, ils disent Philippe, je pense que tu as fait une connerie, tu devrais arrêter. Le problème de Charles Anderlin, c'est qu'il n'a pas de vrais amis, il n'a que des obligés. S'il avait des vrais amis, il aurait des gens qui lui auraient dit écoute Charles, je crois que tu t'es planté. Je crois. Pensez qu'on lui a jamais dit qu'il s'était planté. Je sais que certaines personnes le lui ont dit, c'est sûr, mais il les a écartés totalement. Et donc, je vous dis, des gens comme Jacques Attali, des gens comme les deux ambassadeurs, Nissim Zvili et Danishek, qui étaient là normalement pour défendre l'État d'Israël, ont continué à défendre leur ami Charles Anderlin envers et contre lui. C'est ça qui est catastrophique. Petite question, tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'Israël n'a rien vu venir, entre guillemets, sur cette histoire, sur l'ampleur de cette histoire. C'est pour ça que peut-être ils ont, pendant un certain temps, défendu Charles Anderlin. Et maintenant, Israël se place au Mali, etc. Alors, pour résumer, il faut bien comprendre qu'un Israélien ne sait pas ce que c'est que l'antisémitisme. D'accord? Non. Bon, je suis désolé, un Israélien ne sait pas ce que c'est que l'antisémitisme. Ils ne comprennent pas, pour eux c'est un concept, ça n'est pas quelque chose qu'ils vivent. Maintenant, il faut comprendre une chose. Israël a été attaqué de plusieurs façons. D'abord, il y a eu les guerres conventionnelles qu'a vécu Israël pendant des décennies, ils les ont toutes gagnées. Ensuite, il y a eu les guerres du terrorisme, qu'Israël a plus ou moins toutes gagnées à la fin, au prix de milliers de morts, mais Israël a gagné la guerre contre le terrorisme. Il y a un troisième type de guerre qui a été lancé par les Arabes, qui est la guerre médiatique. Et cette guerre médiatique, Israël n'y était pas prêt. Israël n'a pas compris à quel point cette guerre médiatique était la plus importante. Et je vais vous dire un truc. Israël a gagné la guerre au Liban Sud en 2006. Israël a gagné la guerre avec le Hamas en 2009, sauf que Israël a ensuite perdu la guerre médiatique, ce qui lui a fait perdre la guerre à l'ONU, et ce qui lui a donc fait perdre physiquement la guerre, et le Hamas a pu se réarmer, le Hezbollah est réarmé par des dizaines de milliers de roquettes, et donc voilà, la perte de la guerre diplomatique provoque ensuite des dégâts physiques. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience en Israël, ça a pris énormément de temps. Malheureusement, si on nous avait écouté, je ne suis pas le seul à avancer ce constat, si on avait écouté il y a longtemps, je pense qu'Israël aurait évité pas mal de dégâts. Je vous donne une anecdote. En 2009, pendant l'opération Condursi, quand Israël a été en guerre contre le Hamas, accessoirement, la débilité d'appeler cette guerre Condursi, qui ne parle à personne, il aurait fallu appeler ça la guerre contre le Hamas, puisque autrement, dans les médias, c'est devenu la guerre contre Gaza, alors qu'Israël ne s'attaquait pas à Gaza, mais au Hamas. J'ai rencontré Tzipi Livni en Israël. Et je lui ai posé la question, elle était à l'époque en charge d'opération, puisque Olmert était retiré des affaires pour ses histoires personnelles. Et je lui ai dit, mais madame, voilà, vous avez une victoire judiciaire qui a été faite, on était en 2009, on a prouvé que le reportage était une pure et simple mise en scène. Ça vous a causé un tort énorme en termes de défense d'image, en termes d'image d'Israël, en termes guerriers, etc. Est-ce que Marie-Sandrine Tzipi Livni, on s'en fout, ça n'a aucune importance, c'est des histoires de médias, tout le monde s'en fout. Mais je vais vous dire un truc. J'ai eu un petit plaisir quelques mois plus tard, quand Tzipi Livni a voulu s'arrêter en Angleterre, a voulu aller faire une conférence à Londres parce qu'elle n'était plus en poste, et qu'on l'a empêché de s'arrêter. On lui a dit, vous savez, si vous vous arrêtez, si vous posez le pied sur le sol anglais, vous allez être arrêté pour crime de guerre en raison de ce qui a été fait, ce que vous avez fait lors de la guerre à Gaza. Ben voilà. Donc elle a commencé à sentir un petit peu, je dirais, la douleur. Elle commençait à sentir sa douleur. Malheureusement, Israël, aujourd'hui, dans une situation où il va falloir regagner cette guerre médiatique, pour regagner cette guerre médiatique, il va falloir gagner cette première étape, qui est l'étape du mensonge originel. C'est le mensonge qui a fait déclencher toute cette guerre de diabolisation de l'État d'Israël. Et une fois qu'on aura fait tomber ça, je pense que, et déjà c'est le cas, les autres journalistes réfléchiront à deux fois avant de faire des reportages.
Il n'a jamais été interdit de séjour, en tout cas. Qui, Sharon Derlin? Ouais, jamais. Il est citoyen israélien. Ok, non mais ça je sais qu'il est citoyen israélien, j'ai même entendu que son fils faisait l'armée en Israël. J'ai regardé le reportage sur Diesel l'autre jour. Je voulais simplement savoir, il n'a jamais été question qu'il soit rendez-vous compte qu'en Israël, il y a encore beaucoup de gens qui défendent Sharon Derlin. Je veux dire, rendez-vous compte. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Tout le monde, une partie de l'opinion le défend. Et le gendre de Shimon Peres. Shimon Peres est président d'État. Son gendre a fait un faux témoignage pour défendre Sharon Derlin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ok, mais ce que je veux vous dire, c'est que personne n'a jamais, comment dire, intenté un procès à Sharon Derlin sur... Pour intenter un procès, il faut avoir ce que j'appelle un intérêt à agir. C'est du droit. Ils n'ont pas d'intérêt à agir? Il faudrait que l'État d'Israël se décide à agir. L'État d'Israël ne sait jamais. C'est pas qu'ils préfèrent, c'est qu'ils expliquent qu'ils ont toujours autre chose. Et chaque fois que vous allez les voir, dire mais ça n'a aucune importance, c'est une vieille histoire. Donc c'est un problème de prise de conscience. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on travaille pour l'histoire. Et on a face à nous des gens qui gèrent. Moi, je le sais, je suis élu à l'élu. D'accord? Et quand on parle à un élu municipal ou à un député, il pense qu'à sa réélection. D'accord? Il ne pense pas au long terme. Quand vous parlez à un parlementaire israélien, même à des ministres israéliens, ils ne voient pas l'importance historique. Je crois que c'est... Comment? Ça ne vous choque pas? Ça ne change rien, je peux vous choquer une fois. Je peux jouer ce soir, mais il faut continuer à travailler. On travaille pour les générations futures, on ne travaille pas pour le... Moi, j'ai vu récemment, Yediot Aharonot m'a fait une page entière, j'ai eu des reportages, ça ne change rien, c'est pas ça le but. Le but, c'est des livres d'histoire. Le but, c'est la reconnaissance. C'est l'accusation officielle par le gouvernement israélien d'une mise en scène et la reconnaissance par l'État français. Aujourd'hui, on sait qu'en France, c'est bloqué. C'est bloqué parce que l'entourage de Nicolas Sarkozy est résolument hostile à l'État d'Israël. Les gens qui entourent Nicolas Sarkozy sont des gens les plus hostiles à l'État d'Israël qu'on ait rarement eu en France. Je suis désolé, je vous parle, c'est des gens qu'on a expérimentés. Tout son entourage à Israël nous est hostile. À côté de ça, il est peut-être bon sur certains sujets. Je vous dis, aujourd'hui, on a un souci. Voilà. Monsieur Cassani, on va prendre la dernière question qu'on va donner. Alors, c'est l'avant-dernière. Alors, deux dates. Attendez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En dehors de monsieur Pasquier du CRIF, qui vous êtes dans votre combat? Beaucoup de gens dans le monde entier. J'ai quelques hommes politiques, par exemple, comme Jean-Pierre Plancade, sénateur radical de gauche du Sud-Ouest. Je n'ai jamais eu le soutien de Claude Goasguen, par exemple. Parce que Claude Goasguen, je peux vous dire exactement pourquoi, parce qu'il a été intoxiqué par une de ses proches, qui s'appelait Valérie Offenberg, qui était une élue du 16e arrondissement avec lui, et qui a toujours défendu Sharon Derlin contre moi. Donc, le problème, c'est qu'on a véritablement, qui est une amie de Sharon Derlin, et donc le problème dans cette affaire-là, c'est qu'on a beaucoup de gens qui défendent leur position et leurs amitiés. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, des organisations, des think tanks américains à Washington, à Philadelphie, à New York, en France, beaucoup de journalistes. J'ai ici un ami journaliste à l'agence France Presse, non juif, Jean-Claude Bourret qui n'a pas pu venir ce soir et qui nous soutient, plein de journalistes, plein d'intellectuels. Simplement, pour eux, c'est très difficile, très difficile de s'exprimer parce que il y a une chape de plomb qui est quand on touche le sujet de Sharon Derlin. Alors, on prend la dernière question. La dernière question, je vais vous la poser. Vous en êtes la plainte. On a bien conscience. Ah bon, d'accord. Les deux dernières dates. Ça va là. Voilà, la Vous dernière parlez question. de l'hostilité du gouvernement. Moi, je pense plutôt qu'il y a une espèce de crainte, de peur de mettre une bombe. Parce que si, par exemple, sur le partage passé à la télé qui s'appelait si elle avait été éclatée, je pense que le gouvernement pourrait provoquer beaucoup de remous parmi les gens mal intentionnés qui auraient peut-être à subir des affaires telles que celles de... Alors, je ne crois pas. Je pense que je vais citer un juif que l'on ne cite jamais dans les synagogues. Il a été juif il y a 2000 ans, il a changé de son décalage. Et la vérité vous rendra libre. Voilà ce que m'a dit un ami chrétien récemment. C'est un autre juif il y a 2000 ans qui disait ça. Je pense que la vérité est essentielle. De toute façon,
les Juifs ont toujours été massacrés en raison de mensonges. Les pogroms, les protocoles de salvation, etc. Donc on travaille pour l'histoire. À un moment donné, la vérité sortira. Moi je dis, ça fait 10 ans que je dis aux autorités françaises que plus ça sort vite, mieux on se portera. Là ils sont en train de continuer à comprimer la marmite. Bon, on va y arriver. De toute façon, vous savez, il va bien falloir se confronter à ces problèmes-là. On peut continuer à les cacher sous le tapis, mais à un moment donné, ils ressortent. On a vu Mohamed Merah. Il y a un travail, ça continue. J'ai avec moi des gens déterminés, et puis le combat continue aussi par l'étranger. Comme vous le savez, moi je suis candidat au Parlement français. Aujourd'hui, si les choses continuent à se passer bien, parce que j'ai appris ce soir, j'annonce à mes amis qu'il y a un vrai sondage officiel qui a été fait, et que donc je suis très très bien placé pour cette élection pour être élu au Parlement français. C'est une excellente nouvelle. Je peux vous garantir que quand je serai au Parlement français, il y a des choses que je vais faire évoluer. Il y a des auditions à la Commission des affaires culturelles, par exemple de l'Agence France Presse. Moi, je voudrais interroger des petits camarades, mon cher ami. Je voudrais interroger les gens de Radio France, je voudrais interroger les gens de France Télévisions et leur poser des questions. Il y a des véritables choses, il y a des comptes à demander. Moi, j'ai des exemples forts. Clément Vairel avait fait un très bon rapport sur le travail de l'Agence France Presse au début des années 2000. Il y a des vrais comptes, il y a des choses à demander. Pourquoi les télévisions, les radios et l'Agence de presse publique diffusent de fausses informations quand il s'agit d'Israël? Je pense que c'est un vrai sujet. Commission d'enquête parlementaire couplée à la commission des affaires culturelles, je vous garantis qu'ils auront du mal à s'en sortir. Et ça vaut la peine. Ce sont des combats qui valent la peine. Et j'ai l'intention de les mener jusqu'au bout. Ce ne sont pas les seuls combats que je menais, mais il y en a d'autres. Nous allons arriver donc en fait de cette soirée. Effectivement, comme tout débat, il ne finit jamais. Et je crois que M. Cassetti a donné son adresse mail. Je pense qu'il se fera. Vous avez tous écrit vos adresses mail? Oui. Donc, je serais triste s'il y en avait moins de 100. Donc, c'est plus Monsieur Kopiamari. Voilà. Kopiamari, il nous adore. Voilà. Alors voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et bonne fête de Pessah. Traditionnellement, on voulait vous préparer un pot plus conséquent, mais on est en raison du voyage de Pessah, il nous reste que de l'eau.